Nous continuons ce fil de podcast consacré à l'analyse de la notion de rêve dans la doctrine ici et à la pertinence des notions d'utopie et d'idéologie pour en penser le sens. Alors, dans la précédente capsule, je m'étais intéressé à l'analyse que Paul Ricoeur fait des concepts d'utopie et d'idéologie. Mais on pourrait approfondir l'herméneutique du rêve. Paul Ricoeur est aussi un lecteur de Freud, mais je ne le suivrai pas dans ses analyses sur Freud, parce que je ne lis pas la narration du rêve chinois comme le récit crypté d'un sens latent, d'un désir opaque, d'une intention dissimulée au rêveur lui-même. Ce que j'aurais pu faire, je vous rappelle que des auteurs comme Zizek, par exemple, font un usage des concepts psychanalytiques freudiens ou lacaniens pour analyser le marxisme et les idéologies adverses du marxisme. Mais ce n'est pas mon intention. J'ai déjà essayé d'expliquer dans de précédentes capsules pourquoi la psychanalyse jungienne ou la psychologie jungienne des profondeurs, comme on veut, me semblait plus pertinente pour parler du rêve chinois. Et tout spécialement chez Jung, le concept d'imagination active. Je me permets une parenthèse là-dessus. L'imagination active, dont le rêve chinois est sans doute une production historique particulière, provient, je cite Jung, de la disposition qui pousse l'attitude consciente à s'emparer des indices ou fragments de rapports inconscients relativement peu accentués, pour les amener à une expressivité maximale par association d'éléments analogues. Voilà ce que Jung écrit dans Type psychologique à la page 29. Au fond, le rêve chinois est une espèce de rêve diurne. Jung souligne la différence avec le rêve nocturne, qui présuppose toujours une dissociation ou même un antagonisme du conscient et de l'inconscient, tandis que le fantasme, ou le rêve diurne, exprime une recherche d'unité à l'œuvre dans l'imagination active. Je cite Jung, « Si la forme passive de l'imagination porte assez souvent la marque du morbide, ou tout au moins de l'anormal, sa forme active constitue fréquemment une des plus hautes activités de l'esprit humain. Une imagination ainsi créatrice peut devenir, continue Jung, l'expression suprême de l'unité d'une individualité, et même engendrer cette dernière par l'expression parfaite de son unité. » Voilà ce que Jung écrit dans les types psychologiques, page 441. On note que Jung attribue la paternité de cette notion d'imagination active au poète Schiller et à son concept de disposition esthétique. Donc sur ce point, je m'écarte de l'intérêt peut-être un peu excessif que toute une époque a apporté à l'œuvre de Freud, et je m'intéresse davantage à celle de Jung. Par ailleurs, je dirais que si je m'écarte aussi de Paul Ricoeur, c'est que je ne le suivrai pas sur les chemins de l'herméneutique biblique, puisque le rêve chinois n'est pas inspiré par une transcendance, comme ça a été le cas des rêves de Pharaon, par exemple, que seul Joseph parvient à décrypter. Je vous renvoie sur ce sujet au chapitre 41 et suivant du livre de la Genèse. Le texte du rêve chinois, quant à lui, s'épuise simplement dans sa signification littérale. Et à mon avis, en tout cas, il faut commencer par en écouter le sens littéral. D'où mon effort, vous l'avez bien compris, pour me démarquer de toute la méthodologie des interviews que pratiquent un certain nombre d'universitaires comme Alice Ackman, par exemple, dans Rouge Vif, ou d'autres auteurs, comme David Hunby dans Reading the China Dream, etc. Avant d'interpréter le rêve chinois, que dit-il au sens littéral ? Mais on se demandera quand même si le rêve chinois n'assume pas l'influence d'un socialisme utopique, qui a pu influencer Marx, plus que ce dernier n'a d'ailleurs bien voulu le reconnaître lui-même. Je renvoie sur ce point à Gregory Claeys dans De Marx au marxisme au Collège de France, La vie des idées en mai 2018. Marx confessait en effet dans une lettre à un rogue qui ressemble de ce point de vue un petit peu à un aveu d'utopisme, je cite Marx, « On verra alors que, depuis longtemps, le monde possède le rêve d'une chose dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement. » Fin de citation, lettre à Arnold Rogue, septembre 1843.
Alors cette inspiration d'un Marx utopiste continuerait-elle de souffler sur le rêve politique de Xi Jinping? En tout cas, ou sans doute, si par utopie on entend une fiction de l'imagination investie d'une fonction directive et critique, c'est-à-dire la transposition au moyen d'images, de symboles ou d'archétypes d'un certain discours rationnel dans le but de faire apparaître les insuffisances de la réalité et de montrer le chemin qui permet de les combler, alors oui, en ce sens-là, Marx est un utopiste et Xi Jinping l'est aussi. Ici, l'utopie a, au sens psychanalytique, une fonction de compensation. Et là, pour approcher le sens politique du rêve socialiste, je pense que le principe d'homéostasie de la théorie jungienne, le principe d'un rêve compensation qui compense les insuffisances de la réalité, est peut-être plus pertinent que les théories freudiennes ou lacaniennes invoquées par Zizek, Slavoj Zizek, dont on peut lire des textes, ou en tout cas la réponse qu'il adresse à Alain Badiou dans Mao de la pratique et de la contradiction en 2008. Mais pour revenir à Jung, ce qui est intéressant chez lui, c'est le concept d'archétype. J'en profite pour rappeler que l'archétype chez Jung, c'est, je cite Jung, une image originelle existant dans l'inconscient. L'archétype est aussi une manière de complexe, mais à l'opposé de ce que nous avons étudié jusqu'ici, dit Jung, il n'est pas le fruit de l'expérience personnelle, c'est un complexe inné. L'archétype est un centre chargé d'énergie. Le dragon, par exemple, constitue une de ces images originelles, archétypiques. Voilà ce qu'écrit Jung dans L'homme à la découverte de son âme, page 366 de l'édition de 1950. Bon, il me semble qu'il y a une certaine pertinence de Jung pour lire ou relire, interpréter la construction du rêve socialiste et les archétypes chinois, tels que l'archétype de l'empereur philosophe, sur lequel nous aurons à revenir, comme une tentative pour équilibrer le rationalisme marxiste avec une théorie des forces inconscientes collectives. Et sur cet équilibre du marxisme d'ailleurs et d'un besoin de spiritualité, je renvoie à la revue Perspective et aux travaux du sociologue chinois Krang Xiaoguan. Krang Xiaoguan est le projet d'une religion confucéenne, itinéraire d'un intellectuel engagé en 2009, donc dans la revue Perspective chinoise. L'identité nationale est une production de l'imagination, et là je crois qu'on pourrait relire les travaux d'Anderson sur l'imaginaire national pour montrer comment, concrètement, dans la société chinoise, les élites politiques, les médias et les intellectuels occidentaux aussi, de leur côté, contribuent à la construction complexe et parfois même contradictoire d'une identité chinoise. Une identité dont le rêve chinois nous dit quelque chose. Le rêve que nous faisons collectivement, que les Chinois font, mais auquel nous participons, ne serait-ce que par nos critiques et même par nos jugements, même par nos dénigrements. Ce rêve répond à la question de savoir qui ils sont. Tout rêve répond à la question « qui suis-je » ? Tout rêve n'est pas forcément du goût de tout le monde, mais il répond à la question « qui suis-je » ? Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de continuer de l'étudier dans cette perspective-là. Je vous donne rendez-vous très vite pour en parler à travers l'utopisme de Charles Fourier. Belle journée à tous!